l'actualité, grande rencontre des autorités et légitimités traditionnelles de la région de Gao. À cet effet, elles ont apporté leur contribution dans la consolidation de la paix et la cohésion sociale. La création d'une école régionale d'architecture figure parmi les recommandations formulées lors du Salon malien de l'architecture de la construction. Les travaux ont pris fin ce dimanche à Bamako. Et Koumba Sissé nous amène ce soir à l'intérieur d'une clinique mobile, un véhicule qui peut se rendre dans plusieurs localités du pays pour faire le diagnostic et la prise en charge du cancer du col de l'utérus et du sein, tout sur la clinique mobile dans Focus Santé. Merci de votre fidélité si vous nous rejoignez sur ORTM1. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Agenda très chargé du président de la transition Assimi Goïta ce lundi. D'abord, cette séance de travail sur la vision Mali 2063 axée sur 11 projets structurants déclinés en 4 phases. Le document lui a été présenté pour une meilleure appropriation. Ces échanges de questions-réponses ont permis de mettre en lumière les perspectives pour un Mali émergent sur les 40 prochaines années. Un ambitieux projet qui vise un taux de croissance de 10% à partir de 2033. Pour plus de détails, écoutons le ministre de l'économie et des finances, Alousseni Sanou, au micro de Sira Bachili. On a fait une réunion avec son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, qui, sous son leadership, avait demandé et autorisé donc, les réflexions qui ont abouti donc, à l'écriture de la vision le Mali 2063. Donc cette vision qui donne les initiatives et les perspectives du Mali sur 40 ans, donc déclinée en 4 phases, donc a été élaborée en 2025 janvier. Nous avons adopté par décret donc, les documents relatifs donc, à cette vision, donc, qui va permettre de rendre le Mali émergent, qui va permettre au Mali d'avoir un taux de croissance de 10% depuis les années 2033 jusqu'en 2063. Donc cette vision qui concerne l'ensemble des secteurs d'activité et qui se matérialise autour de 11 projets structurants et nécessite dans sa mise en œuvre aujourd'hui d'un soutien et d'un appui constant des plus hautes autorités. Et c'est ce que nous étions venus demander en lui présentant une deuxième fois donc, le document en détail. Le président était accompagné de ses principaux collaborateurs qui ont bien voulu poser les questions et qui ont bien compris les enjeux. Donc nous sommes sortis très heureux de cette rencontre parce que le président nous a manifesté tout son soutien et nous a encouragés à poursuivre. Et c'est dans cette perspective que nous envisageons donc la création de 2 structures. Une structure qui est le comité présidentiel du développement qui va être créé pour le suivi spécifique donc, de la mise en œuvre de cette vision. Et également un comité technique qui va être logé au niveau du ministère de l'économie et des finances qui va être également chargé donc, de suivre donc, la réalisation de ces projets. Donc nous avons indiqué au président toutes les phases qui vont suivre jusqu'en septembre. Phases qui vont concerner donc l'appropriation par le gouvernement, l'appropriation par le secteur privé, toutes les fêtières, la présentation de ces documents aux ambassades, aux régions, tous les Maliens, aux femmes, aux jeunes. Le président nous a surtout rappelé de ne pas oublier surtout les femmes, les jeunes et les légitimités traditionnelles qui doivent vraiment également être informées et sensibilisées sur la question. Il n'a pas manqué de rappeler que la réussite de la mise en œuvre de cette vision dépend essentiellement donc de la cohésion, de la compréhension et de l'accompagnement de l'ensemble des Maliens qu'il a salué pour leur résilience, toutes choses qui ont permis aujourd'hui de nous projeter de cette façon. Toujours à Koulouba, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, et président de la Confédération des États du Sahel, a accordé une audience au nouvel administrateur de l'autorité de développement intégré des États de l'Iptako-Gourma. Il a été question des enjeux et perspectives de coopération au sein de l'espace AES. Elie Prosper Arama au micro de Tamsir Diabaté à sa sortie d'audience. Les orientations, les instructions du président, c'est de réussir cette mission. Réussir cette mission pour le Mali, pour les 2 autres États et pour le bénéfice des populations durement éprouvées par l'insécurité et les questions de développement. La sécurité est une question fondamentale. Et c'est une question qui est aujourd'hui largement prise en charge par les 3 États de la Confédération. En lien avec les hautes autorités
Nous allons nous évertuer à travailler davantage pour que cette insécurité ne soit pas un facteur de blocage dans la mise en œuvre de nos activités de développement. Je suis confiant, très rassuré par rapport aux orientations et les instructions données par M. le Président et j'en suis convaincu qu'on arrivera à relever les défis. Au cours de l'audience, j'ai rassuré, j'ai donné cette confiance de pouvoir réussir la mission. C'est à ça que nous sommes appelés et nous sommes appelés à réussir cette mission. Oui, c'est un sentiment de fierté, de reconnaissance et cette reconnaissance de fierté et de reconnaissance nous amène à travailler davantage et de donner le meilleur de nous-mêmes pour réussir la mission. La mission de cette nouvelle structure, c'est, après la transformation, c'est de mettre en œuvre, d'exécuter convenablement les activités de développement dans ces différentes localités et sous la forme d'une souveraineté renouvelée au grand bonheur des populations. À présent, le contenu de ce communiqué du gouvernement. Le gouvernement de la République du Mali informe l'opinion nationale et internationale que 4 chauffeurs routiers marocains enlevés le 18 janvier 2025 au nord-est du Burkina Faso, près de la frontière avec le Niger, ont été libérés sains et saufs dans la soirée du dimanche au 3 août 2025. Ils étaient entre la main du groupe terroriste État islamique dans la province du Sahel, qui est la branche sahélienne du Daesh. Cette libération a été couronnée de succès grâce à la coordination des efforts entre l'Agence nationale de la sécurité d'État du Mali et la Direction générale d'études et de documentation du Maroc qui ont mené ensemble les investigations avec détermination et professionnalisme depuis les premières heures de l'enlèvement. Aussi, en marge de sa visite officielle en République bolivarienne du Venezuela dans le cadre du mécanisme de consultation politique, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, a échangé avec les étudiants maliens résidant dans ce pays. Une rencontre chaleureuse et pleine de sens tenue hier en présence de l'ambassadeur du Mali au Brésil, Ibrahim Diallo, et du secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, Moussa Tangara. Les échanges ont porté sur les conditions de vie des étudiants et la situation actuelle au Mali. Les étudiants ont exprimé leurs préoccupations, notamment le retard dans le paiement des bourses. Le ministre a promis de transmettre leurs doléances au ministère concerné. Retour au pays, direction Gao, et intéressons-nous à la clôture des travaux de la grande rencontre organisée par la coordination des autorités légitimité traditionnelle de la région. La rencontre a pris en compte la contribution des autorités légitimité traditionnelle dans la consolidation de la paix et la cohésion sociale. Plusieurs recommandations ont été formulées. Reportage Ali Idrissa Maïga. Au cours de cette grande rencontre, plusieurs recommandations ont été formulées. Les recommandations suivantes ont été formulées. Renforcer la sécurité des personnes, de leurs biens et des différents axes routiers de la région. Accompagner et soutenir les autorités dans le renforcement de la paix, de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Réaffirmer notre volonté à sensibiliser et mobiliser les communautés à soutenir les autorités de la transition dans le processus de paix, réhabiliter l'axe Sévaré-Gao. Vos recommandations, je les ai entendues. C'est des recommandations légitimes. Ce sont des demandes qui ne sont pas nouvelles. Et je vous assure, vous avez un gouverneur formidable. La question de la route Sévaré-Gao, c'est une question qui est abordée régulièrement. Et je vous assure, le gouvernement de transition, depuis le début de la transition, il travaille pour trouver une solution et les pistes sont en cours. La question de la sécurisation, c'est une question générale et c'est une question de tous les jours. Chaque jour qui passe, les forces de défense et de sécurité, qui ne cessent pas de m'impressionner tous les jours par leur engagement, leur disponibilité, leur réactivité et leur adaptabilité, arrivent chaque jour qui passe à améliorer la situation sécuritaire. Selon le président de la coordination des légitimités traditionnelles de la région de Gao, ce cadre d'échange a été une opportunité pour les participants de toucher à tous les aspects liés à la cohésion sociale. Au cours de ces 2 jours d'échange, de partage,
tous les aspects liés à la cohésion sociale, au vivre ensemble, à la paix, à la sécurité et au développement ont été passés au peigne fin. Je suis impressionné par le fait que les autorités et légitimes traditionnelles de la région de Gao ont pu se mettre ensemble. Je vous félicite pour vous-même, je vous félicite pour vos populations, pour vos communautés et pour votre pays. C'est le signe d'une responsabilité incroyable. Je remercie sincèrement le cadre de concertation et la jeunesse de Gao et l'ensemble des communautés qui ont pu faire aujourd'hui qu'on ait une coordination unique des autorités et légitimes traditionnelles de Gao. C'est une grosse victoire. À la fin de la rencontre, le ministre de la Réconciliation a reçu le rapport d'entente entre les légitimités traditionnelles de la région de Gao. Le maire de la commune urbaine de Gao a remis une attestation de citoyen d'honneur de la cité des Askia au ministre Ouagé, qui a reçu aussi un tableau d'honneur plus 40 turbans pour les membres de sa délégation. Le conseil régional de la jeunesse a donné au ministre un bureau plus un sac et un cheval en guise de cadeau. Et la grande tribu Kelansar condamne avec fermeté toutes les tentatives malveillantes visant à ternir son image par des propos mensongers ou des campagnes de désinformation. Elle informe l'opinion nationale et internationale qu'aucune composante de la tribu Kelansar n'a jamais reconnu, soutenu ou revendiqué une quelconque appartenance à un territoire fictif appelé Azawad. Les composantes de la tribu Kelansar ont toujours été et resteront pleinement maliennes, profondément attachées à l'unité et à l'intégrité territoriale et à la souveraineté de la République du Mali. Toute tentative d'instrumentalisation de leur nom à des fins séparatistes ou de division est formellement rejetée et désavouée. Face aux manœuvres de manipulation, la tribu Kelansar réaffirme son engagement sans faille envers le Mali et sa détermination à défendre ses valeurs, son honneur et son enracinement national. Fin des travaux du Salon malien de l'architecture de la construction. Parmi les recommandations formulées par les experts, nous pouvons retenir la création d'une école régionale d'architecture. Le reportage de Youssouf Diakité et Tchédé Kamara. Pendant 4 jours, les professionnels architectes et de la construction ont échangé sur des thématiques telles que l'habitat durable face aux enjeux des changements climatiques, l'harmonisation des politiques publiques en termes d'architecture et de construction. Au dire des experts, on peut dire que cette première édition du SAMAC, Salon malien de l'architecture et de la construction, a comblé les attentes, sanctionné par une déclaration dite de Bamako. Ce salon revêt un cadre idéal pour la sensibilisation sur la question de bâtir durablement, écologique, et la maîtrise du foncier urbain sans sacrifier la qualité de vie et la préservation du patrimoine culturel. Pour cela, la formation est nécessaire. Le constat est clair et partagé. La plupart des villes africaines posent des défis majeurs en termes de leur gestion. Résilience, identité, esthétique, mobilité et accessibilité. Ces 4 jours ont été bien plus qu'un salon. Ils ont constitué une plateforme citoyenne, universitaire, technique et politique autour du thème Habitat durable, culture et innovation. Le ministre malien de l'urbanisme en compagnie de ses homologues de l'AIS s'est dit particulièrement honoré par le succès du SAMAC 1. Ce salon a démontré avec éclat que l'architecture est bien plus qu'une affaire de bâtisseurs. Elle est une œuvre d'identité, de dignité et de solidarité. Nous saluons chaleureusement la présence honorable des ministres du Burkina Faso et du Niger, accompagnés chacun d'une forte délégation composée de hauts cadres, experts et professionnels. Leur engagement témoigne du dynamisme de l'AS. L'un des moments forts de la cérémonie a été la remise des cadeaux aux différents experts et délégations venus de la Côte d'Ivoire, du Soudan, de Singapour, du Sénégal, de la République démocratique du Congo et des pays de l'AIS.
Après la fin de la 4e édition du Salon des médias, le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la modernisation de l'administration a rencontré les délégations qui ont participé à ce salon et sont venus remercier le ministre pour son accompagnement. Sambou Biagui, directeur général de la Maison de presse du Sénégal, pays invité d'honneur, s'est exprimé au micro de Youssouf Diakité. Il était question de venir remercier le gouvernement du Mali pour son soutien, son engagement, son investissement pour l'organisation du Salon des médias au Mali. Également, les salutations du gouvernement du Sénégal à travers le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique pour avoir fait du Sénégal le pays invité d'honneur à ce grand Salon des médias au Mali. Mais également lui dire la satisfaction totale que nous avons eue à travers le comité d'organisation du SAM Mali pour l'accueil et l'hébergement, le tout pour la délégation du Sénégal. La délégation du Sénégal quitte Bamako très satisfaite et ça, il fallait le dire au ministre au nom du gouvernement du Sénégal. Et transmettre également notre souhait, le souhait du ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique du Sénégal, de voir le Mali au Salon international des médias d'Afrique qui est prévu du 27 au 31 octobre prochain à Dakar. Nous avons demandé en tout cas au gouvernement du Mali de bien outiller la presse. Responsabiliser d'abord la presse et bien outiller la presse parce que c'est la presse qui sans doute doit être le premier combattant pour la libération de l'Afrique. Voilà, les rideaux sont tombés sur la 4e édition du Salon des médias. Le salon a réuni des professionnels de l'information, des chercheurs, des étudiants, des femmes et hommes de médias autour du thème « Défi de l'information à l'ère des réseaux sociaux ». Aliou Abdoulaye Touré pour le reportage. À l'issue de la 4e édition du Salon des médias qui avait pour thème « Défi de l'information à l'ère des réseaux sociaux », le président de la commission d'organisation a listé les acquis réalisés. Sur une prévision de 3 panels de haut niveau, un panel a effectivement pu se tenir portant sur un thème d'actualité majeure, l'AES, défis et perspectives, animé par 3 ministres du gouvernement. Les 3 tables rondes prévues ont bien eu lieu. La liberté d'expression, l'éducation aux médias et la régulation des médias en Afrique avec l'appui de la HAC, les masterclass sur le plan de la production. Une 30aine d'émissions ont été enregistrées ou diffusées en direct depuis le site du salon. La particularité 2025 du Salon des médias est la participation de la Maison de la presse du Sénégal. La délégation du Sénégal est très satisfaite du Mali. Nous sommes venus avec nos yeux et nous avons vu. Nous avons entendu, une fois à Dakar, nous mettrons de côté les oreilles et les yeux pour faire fonctionner la bouche. Et nous dirons que Bamako nous a bien accueillis. Ce salon est notre salon. Nous avons une presse majoritairement jeune, sinon très jeune. Et l'avenir de la profession repose sur cette jeunesse. Le salon est l'occasion pour nous de comprendre que dans l'union, nous sommes en mesure de faire beaucoup de choses. Dans la reconnaissance du mérite, dans l'accompagnement des bonnes initiatives, nous sommes en mesure d'aller loin, très loin. J'invite l'ensemble de la presse malienne à la bonne entente, à la bonne collaboration, à la fraternité et à la confraternité. Ensemble, donnons-nous la main pour faire face aux défis actuels. Le chef du cabinet du ministère en charge de la communication a surtout salué la qualité exceptionnelle des échanges, la richesse des débats et la profondeur des communications formulées au cours de ces salons. Ensemble, vous avez su faire de cette édition un espace de dialogue,
d'écoute mutuelle, de transmission et de construction commune. Soyez assurés que Monsieur le ministre de la Communication portera avec détermination les conclusions issues de ce salon auprès des plus hautes autorités. Il réaffirme son engagement à œuvrer pour le renforcement du cadre réglementaire et institutionnel des médias, le soutien à la formation continue et la professionnalisation du secteur, la promotion d'un journalisme éthique, libre et responsable et l'accompagnement de toutes les initiatives visant à renforcer l'ancrage démocratique et la cohésion nationale. Cette 4e édition a été sanctionnée par une remise d'attestation de participation aux partenaires institutionnels, techniques et financiers qui ont permis la tenue de ce salon. Les consultations politiques entre le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali et le ministre du pouvoir populaire pour les relations extérieures de la République bolivarienne du Venezuela ont été axées sur les discussions autour des points de coopération entre les deux pays, la signature du procès-verbal de la réunion et un point de presse. Les échanges entre les deux chefs de la diplomatie malienne et vénézuélienne ont concerné les domaines de politique étrangère, des relations internationales et des questions régionales. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Et sur invitation du gouvernement vénézuélien, le directeur général de l'ORTM a pris part à Caracas au Forum international La Voix du Nouveau Monde qui s'est tenu du 22 juillet au 1er août 2025. La rencontre a réuni 150 journalistes de 50 pays du monde pour lutter contre le blackout médiatique. Pour plus de précisions, écoutons le directeur général de l'ORTM, Hassan Baba Diombele, au micro de Balakissa Ouattara. Nous avons été invités par le vice-ministre des Affaires étrangères chargé de la communication pour participer à un forum intitulé La Voix du Nouveau Monde. C'est un forum sur la communication qui a réuni pendant une semaine dans la capitale Caracas des journalistes venus de plusieurs horizons, notamment 150 journalistes venus d'environ 50 pays. Donc les autorités vénézuéliennes ont souhaité que les journalistes puissent s'unir d'une seule voix pour justement dire non à la stigmatisation, dire non justement à ce blocus de l'information, la bonne information et tracer une nouvelle voie. C'est la raison pour laquelle, à l'issue des travaux de ce forum, il a été créé une alliance des journalistes pour une communication du Sud globale. Nous avons profité de l'occasion quand même, puisque nous avons été invités au nom des États du Sahel aussi, des médias publics des États du Sahel, pour expliquer la situation actuelle qui prévaut dans les pays du Sahel, notamment la Confédération de l'AES, le Mali, le Niger et le Burkina. Nous avons expliqué justement la nouvelle voie tracée par nos autorités, les dispositions qui ont été prises, l'importance et la place de la communication que les chefs d'État accordent justement dans le cadre de cette confédération. J'ai profité de mon séjour aussi pour échanger avec la vice-ministre chargée de la communication qui a été très attentive à l'exposé que je lui ai présenté. Je pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un intérêt particulier, une attention particulière à tout ce qui se passe dans les États du Sahel. J'ai profité aussi de l'occasion pour rencontrer le principal média au Venezuela qui s'appelle Telesur. Telesur est un média très puissant qui couvre pratiquement tous les pays de l'Amérique latine, mais aussi un peu plus loin Cuba et la Russie. Et dans les prochains jours aussi à ce niveau, nous allons avec les autres responsables des médias publics, notamment du Burkina, du Niger, nous allons organiser une web session au cours de laquelle nous allons quand même essayer de partager nos expériences, de faire en sorte que le partenariat puisse prendre corps et que dans un avenir très bref, nous puissions ensemble signer ce partenariat-là et évoluer ensemble en donnant toujours la bonne et la vraie information. Le dernier volet de cette visite au Venezuela, c'est quand même cette rencontre que nous avons eue avec
la communauté malienne vivant dans ce pays-là. Vous savez, il y a quand même des étudiants maliens qui sont au niveau de Caracas, mais également à l'intérieur de certaines villes, qui étudient généralement la médecine, et on a pu échanger avec certains. Je pense que c'était l'occasion de prendre le pouls du pays, d'avoir les vraies informations de première main. Je pense que ça a été un échange très fructueux, très utile, et c'est des jeunes vraiment très enthousiastes qui sont pressés de retourner au pays qu'on a rencontré, malgré les difficultés, malgré la distance. Donc c'est le lieu pour moi aussi de saluer ces jeunes-là, et nous avons profité pour les encourager et de respecter les lois du pays d'accueil. La belle aventure du DG à Caracas. Retour à l'actualité régionale, direction CAI. Sur place, la ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle a procédé à la pose de la première pierre des dortoirs des apprenants de l'atelier école de CAI. Aussi, des certificats et des kits ont été remis à 610 jeunes, dont 360 bénéficiaires de la formation en agroforesterie, énergie renouvelable et fabrication de foyers améliorés. Le point avec Kansuto Kanouti. Ils sont au total 610 jeunes formés à travers le pays, dont 360 dans la région de CAI, et 510 d'entre eux recevront des certificats et des kits d'insertion pour un montant global de plus de 102 millions de francs CFA. La ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle a remis officiellement ce samedi 2 août 2025 des kits d'insertion et des certificats à quelques jeunes bénéficiaires. Cette formation s'inscrit dans le cadre du projet TAMA, Nexus, environnement migration au Mali et renforcement des données relatives aux déplacements internes et transfrontaliers au Sahel, mise en œuvre par l'Organisation internationale pour les migrants OIM. Même si la formation s'arrêtait là, c'est suffisant. Avec les matériels que nous venons de recevoir aujourd'hui, nous n'irions nulle part. Ce qu'on allait chercher ailleurs se trouve ici. Donc, personne ne peut nous parler encore de migration. Nous remercions Madame la ministre et toutes les autorités de notre pays. Inch'Allah, ces matériels seront utilisés à bon escient. Cet événement est l'occasion de renforcer la motivation et l'engagement des jeunes pour une meilleure intégration dans les secteurs de l'économie verte, entrepreneuriale, tout en préservant l'environnement. La ministre a exprimé toute sa reconnaissance à l'OIM et aux plus hautes autorités du pays. Je salue l'engagement constant de l'OIM, dont l'accompagnement multiforme au gouvernement du Mali, notamment dans la lutte contre la migration irrégulière, la protection de l'environnement et le développement des compétences, mérite d'être salué et consolidé. Après cette cérémonie de remise de certificats et de kits, Oumou Salsek a procédé à la pose de la première pierre des dortoirs des apprenants de l'atelier école de CAI. Ouverture partielle des vannes de barrage de Sélingué ce lundi 4 août. Ces lâchers d'eau peuvent provoquer en aval une montée des niveaux d'eau du fleuve Niger. Le RTM a tendu son micro, directeur national de l'hydraulique. Nous l'écoutons pour plus de précision au micro de Daouda Koni. Les lâchers sont des opérations de routine qui consistent effectivement à faire évacuer le supplément d'eau qui vient en apport au niveau du barrage de Sélingué. Donc actuellement, nous avons atteint la cote de remplissage qui est de 340 mètres. Donc lorsqu'on atteint ça, et donc le supplément d'eau qui vient est toujours des pluies au niveau local et de la Guinée aussi qui envoie beaucoup d'eau. Donc on déverse ce supplément de l'autre côté du barrage. C'est ce qu'on appelle lâcher d'eau. Donc l'opération a commencé ce matin parce que nous sommes déjà à 4 mètres au-dessus de la côte cible. Donc il faut vraiment évacuer. C'est pour protéger d'abord l'ouvrage, le barrage, parce que lorsqu'on ne fait pas ça, l'eau qui vient avec pression peut endommager le barrage. Et donc c'est pour aussi protéger les personnes et leurs biens au niveau du barrage. Et donc c'est pour cela que nous le faisons. Mais on le fait vraiment sur la base, en tout cas, de courbes optimales que nous élaborons en début de l'année. Et donc nous faisons des estimations scientifiques pour pouvoir caler tout ça de manière à ce que ça puisse se faire, se passer très bien. À Sélingué, on a 9 vannes, donc on fait une ouverture partielle. Donc sur chaque vanne, il y a plusieurs niveaux d'ouverture. Donc on le fait de façon graduelle, de manière à maîtriser effectivement l'impact de la lâchée
en amont et en aval. Donc nous suivons des deux pour vraiment prendre les dispositions lorsque ça s'impose. C'est-à-dire que lorsque le niveau commence à monter trop en aval du barrage, donc on peut fermer la vanne, donner le temps que cette eau s'écoule, après on ouvre la vanne. Et donc lorsqu'on voit aussi qu'il y a un rabattement démesuré en amont du barrage, on peut aussi fermer pour pouvoir maîtriser toujours le stock d'eau. Les dégâts qui peuvent survenir, c'est aux environs immédiats du barrage. Parce que lorsqu'on lâche, vraiment c'est des grandes quantités d'eau qui quittent l'amont pour aller vers l'aval. Et donc souvent ça libère beaucoup de poissons et ça libère beaucoup de produits halieutiques. Et en ce moment, il y a souvent des pêcheurs qui veulent vraiment prendre certains risques pour aller pêcher ces poissons dans ce grand volume d'eau. Et donc souvent, c'est là où ça crée des désagréments. Et donc nous faisons des communiqués, nous encadrons avec les autorités locales, la police et la gendarmerie, pour qu'on puisse circonscrire toutes les activités qui se font autour du barrage. Ce matin déjà, il y a une forte présence, en tout cas d'usagers au niveau du barrage pour profiter de ce lâcher-là. Donc sinon, après ça, l'écoulement dans les lits, est encadré, est suivi sur nos stations de Bamako, de Koulikoro, de Markala, pour que les lâchers d'eau, lorsqu'on voit que le niveau de l'eau est en train de monter de façon démesurée, on peut vraiment arrêter et suivre vraiment l'écoulement. Donc à ce niveau, nous, il n'y a vraiment pas de problème. Le ministre même en charge de l'eau donne des instructions très fermes pour qu'on puisse circonscrire et accompagner l'opération. Mais souvent, les riverains, ceux qui font les exploitants de sable, les pêcheurs, les maraîchers qui sont aux abords de l'eau, souvent ils n'écoutent pas. Parce que lorsque le niveau de l'eau monte brusquement, ça perturbe leur activité. Donc nous les informons pour qu'ils puissent prendre des dispositions anticipatoires de manière à ce que la montée de l'eau là ne puisse pas engendrer des dommages à leur niveau. Également dans cette édition, le conseil communal de Sangaré-Bougou a organisé un mariage collectif gratuit pour les couples. Des couples unis depuis des années viennent d'officialiser leur union, compte rendu à Ouatraoré. 50 couples de tous âges se sont dit oui pour le meilleur et pour le pire devant l'officier d'état civil de Sangaré-Bougou, tous vêtus en basin blanc. Kabayi Koulibaly, marié religieusement depuis plus de 3 décennies, n'a pas caché sa joie. Je suis très ému aujourd'hui. Ma femme et moi sommes ensemble depuis plus de 30 ans. Il y a eu des hauts et des bas, mais nous avons tenu le coup. Ce mariage civil facilitera beaucoup de choses pour nous, notamment les démarches administratives. J'encourage tout le monde à faire le mariage civil. Notre union est scellée depuis plus de 20 ans. Je suis vraiment content aujourd'hui de venir devant les maires pour officialiser notre relation. Permettre aux couples d'officialiser leur union afin de bénéficier de plusieurs avantages est la volonté manifeste des autorités communales de Sangaré-Bougou. Cette action s'inscrit dans la mouvance de la célébration de la journée panafricaine de la femme. Nous avons organisé ce mariage collectif gratuit ce jeudi 31 juillet pour célébrer la femme que nous sommes. Cette journée est célébrée partout en Afrique. C'est une manière pour nous de sortir de l'ordinaire. Nous savons tous que le mariage civil donne des avantages sociaux, surtout pour la femme. Les frais que les couples doivent payer habituellement à la mairie ont été pris en charge par des partenaires. Cela afin de soulager les mariés. Nous devons épauler les communautés à se procurer des documents administratifs. Le mariage civil des 50 couples, c'est fort appréciable parce qu'ils étaient là, ils avaient des difficultés à se procurer vraiment des dossiers administratifs pour leur mariage. Le Mali, victime de ses ressources, ainsi s'intitule une nouvelle publication désormais disponible dans les librairies. Moussa Ben Deka Diabaté, son auteur, traite la guerre qui prévaut au Mali, évoquant comme raison fondamentale la richesse du sous-sol. En plus de poser le diagnostic, l'auteur y fait des propositions en mettant en exergue les mesures courageuses prises par les autorités de la transition pour trouver une solution définitive à cette crise. Retour sur la cérémonie de lancement avec Tchemogo Konati. Sur sa couverture, de l'or scintillant comme pour marquer la richesse du sous-sol malien.
Le Mali, victime de ses ressources, est un ouvrage de 184 pages comportant 9 chapitres, traitant dans toute sa dimension la guerre injustement imposée au pays de Kankoumoussa. Une guerre que l'on pourrait qualifier de géostratégique au détriment du peuple malien. L'usine de bauxite était à Kidal. Ça a été détruit. Bon, on a de l'or un peu partout sur notre territoire. Mais pourquoi on vient nous faire la guerre? Donc en ce moment, la réponse à la question, c'est de faire un livre pour démonter toutes les stratégies de l'Occident. La Banque mondiale, le FMI, l'Union africaine, l'Union européenne, l'UEMOA, c'est quoi ces structures? Elles servent à quoi? Elles défendent l'intérêt de qui? Le ministre Abdoulaye Diop l'a dit une fois, je le répète, quand il y a une session ou bien une réunion de l'Union européenne, il n'y a que les Blancs qui sont là. Mais il suffit seulement que la CEDEAO se réunisse, c'est les Blancs que tu vois en première ligne. Mais pourquoi cela? L'auteur va plus loin, mettant en relief les exploits réalisés par les autorités de la transition, citant en exemple certains actes de haute portée. L'aménagement est parti, qui l'aurait cru? Parce que pour nous, l'aménagement, c'est des envoyés de Dieu. Mais en réalité, c'est des montages humains. Barkhane est parti, Serval est parti, G5 Sahel est parti. Mais tu disais ça aux Maliens lambda, ils ne pouvaient pas comprendre. Et aujourd'hui, il y a une génération qui est acquise pour cette cause. Ça, c'est ce qu'on appelle les gens déformés intellectuellement et qui sont malades, qui ne veulent pas qu'on change. Or, il faut qu'on change. Ainsi, se présente cet ouvrage comme une contribution de l'auteur à la recherche des solutions à cette crise qui prévaut au Mali depuis plus d'une décennie. Une contribution pleine d'enseignements pour les participants à cette cérémonie de lancement. La leçon fondamentale que je tire de ce livre, c'est que c'est une piste pour les générations futures. Vite les faits. Si nous n'avons pas de devoir de mémoire, les générations qui viendront dans 10 ans, dans 20 ans, n'auront pas de piste de recherche, ne comprendront probablement pas tout le chemin parcouru. Cette lutte n'est pas le tout militaire. Il n'est pas dit que c'est l'armée seule qui doit faire ce travail-là. Chacun doit contribuer. Et je crois que c'est ce que M. Moussa Ben Deka Diabaté a fait en écrivant ces livres. C'est une manière d'éclairer la conscience collective. Autant de réactions qui attestent éloquemment que ce coup d'essai est devenu un coup de maître. Actualité AES au Niger, le président de la République a présidé la cérémonie marquant la Journée nationale de l'arbre, un événement qui a rassemblé de nombreuses personnalités. Reportage à Kassoum Moutari. L'hymne national ou l'honneur de la patrie, Fatia pour la paix et la sécurité de notre pays, chante de bienvenue à la projection d'un film documentaire sur le site de Gesselbodi où s'est déroulée en 2024 la cérémonie de la Journée nationale de l'arbre, la remise des prix aux lauréats dans le cadre du concours national sur le reboisement, la décoration de plusieurs personnalités civiles et militaires, le discours du gouverneur de la région et celui du ministre de l'Environnement, de l'Hydraulique et de l'Assainissement, l'intervention du président de la République, chef de l'État en langue nationale, ce sont là les quelques temps forts qui ont marqué cette importante cérémonie entrant dans le cadre de la Journée nationale de l'arbre édition 2025. Il faut souligner que le thème retenu pour la présente édition est planter à entretenir les arbres, un combat patriotique. En somme, à travers ce thème, il s'agira pour les plus hautes autorités de notre pays de rappeler que sans un combat soutenu et un comportement responsable face à l'extension galopante de la dégradation des terres et face aux effets pervers des variabilités climatiques, nous ne saurions asseoir les bases d'un développement durable. L'année 2024 restera gravée dans notre histoire comme celle du grand tournant pour la renaissance de notre patrimoine forestier. Ces performances remarquables obtenues en moins d'un an confirment l'efficacité de notre modèle intégré. Fort de ces succès, mon département ministériel a décidé de généraliser cette approche à travers le programme pluriannuel Bois des héros de la résistance, qui rendra hommage à nos vaillants combattants anticoloniaux dans toutes les régions du pays. Le chef de l'État, le général d'armée Abdrahmane Chani, a abordé largement les 4 axes de son programme d'action qui s'articulent autour de la sécurité,
de la bonne gouvernance, de la cohésion sociale, de la paix, l'unité nationale, l'autosuffisance alimentaire, l'éducation et la santé. Et au Burkina Faso, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a accordé ce lundi matin une audience aux anciennes gloires du football africain présentes à Ouagadougou dans le cadre de la cérémonie de réouverture du stade du 4 août. Et pour le porte-parole Samuel Eto'o, c'est un moment de partage avec cette réouverture. Nous l'écoutons. Nous avons eu l'immense bonheur d'être reçus par son Excellence Monsieur le Président, qui est une fierté pour l'Afrique que nous aimons. Nous avons eu la possibilité de discuter. Bien évidemment, nous ne pouvons pas tout partager, mais nous voulons exprimer notre sentiment nos sentiments de bonheur, de joie, de l'avoir vu, d'être chez nous, et surtout de partager un beau moment aujourd'hui pour la réouverture du stade du 4 août. Et j'espère que pour ceux qui sont à Ouaga pour la première fois, ça ne sera pas la dernière fois. Il faut qu'ils reviennent parce que le Burkina, c'est une partie de l'Afrique et comme vous pouvez le constater, toutes ces légendes ont apporté beaucoup de sourires dans ce continent. Donc nous nous sentons chez nous un peu partout dans notre continent. Clinique mobile Focus Santé s'y intéresse. Le CHU du Point G, à travers son centre de recherche et de formation médicale, dispose d'un véhicule médicalisé tout neuf. Ce véhicule peut se rendre dans plusieurs localités du pays pour un diagnostic et une prise en charge du cancer du col de l'utérus, du sein et d'autres pathologies affectant la population. Quelle est l'utilité de cette clinique mobile? Élément de réponse avec Koumba Sissé et Aboukone. L'équipe du Centre de recherche et de formation médicale CREFPAM du CHU du Point G, avec l'aide de son partenaire américain de l'Université de Chicago, dispose d'une clinique mobile toute neuve pour le diagnostic du cancer du col de l'utérus, celui du sein, des maladies sexuellement transmissibles, entre autres. C'est une voiture qui est capable de se déplacer partout au Mali. Donc, cette clinique mobile comprend des salles d'échantillonnage, c'est-à-dire une dame vient, elle rentre, elle fait ses propres prélèvements. Elle n'a pas besoin d'un médecin ou d'une autre personne. Cette clinique mobile a effectué sa première sortie dans la région de Koulikoro, où l'équipe a passé près de 10 jours pour une campagne de dépistage du col de l'utérus. Nous avons pu faire le dépistage de 543 femmes provenant de la population de Koulikoro. Et parmi ces femmes, nous avons trouvé 90 positifs avec le virus de papillomavirus. Donc parmi ces 90 aussi, 12 femmes avaient une lésion précancéreuse. Ce véhicule médicalisé est également doté d'un laboratoire qui permet de faire le diagnostic sur place. C'est le laboratoire de la clinique mobile qui est très bien équipé. Dans le cadre de la campagne de dépistage du cancer du col de l'utérus, nous avons utilisé ce laboratoire qui a pu faire les tests de 543 femmes au niveau de la région de Koulikoro. Et ces 543 femmes ont reçu leurs résultats 1h30 après leur prélèvement. Le laboratoire peut faire autre chose qui est différente de la clinique, tel que par exemple le dépistage massif des cas de paludisme, dépistage de l'hypertension artérienne. Nous avons des équipements aussi pour faire le dépistage du diabète. Après les tests, les femmes qui sont diagnostiquées positives sont conduites à la salle de gynécologie. Le test, c'est pour juste dire si la personne a le virus ou pas. Avoir le virus et avoir des lésions, c'est deux choses différentes. Donc nous, c'est pour savoir si la femme, est-ce que le virus là a entraîné une lésion chez la femme ou pas. Parce que l'organisme même peut éliminer naturellement le virus. Donc quand les femmes, elles viennent, on les installe sur cette table gynécologique. On a deux solutions. C'est des solutions qu'on met sur le col, voir si il y a présence de lésions ou pas. Si elles n'ont pas de lésions, tant mieux. On leur demande de revenir au bout de 3 mois, voir si le virus a entraîné une lésion.
En cas de lésion précancéreuse, la prise en charge est immédiate. Le traitement consiste à faire quoi? Avant de traiter, d'abord, si on voit la lésion, on fait une biopsie qui consiste à prélever une partie sur le col et après on traite la patiente. Si c'est une lésion minime, c'est ce qu'on appelle le colposcope. C'est une sorte de loupe qui permet d'agrandir l'image du col et pour mieux voir la lésion. Il y a ce qu'on appelle, ça c'est des thermoprobes, ça consiste à brûler la lésion. On adapte ça. Cette machine a deux utilités. Non seulement elle permet de mieux voir la lésion, mais elle permet de traiter également. En 30 secondes, ça brûle la lésion et la femme elle est guérie. Par contre, si la lésion elle est grande, on a un autre appareil plus sophistiqué que ça, qu'on appelle le résecteur, qui consiste à enlever une grande partie même du col si la lésion est large. Et on amène au laboratoire pour analyser et voir quel type de lésion la personne a, si c'est une lésion de bas grade ou bien une lésion de haut grade. On a des médicaments qu'on offre gratuitement aux patientes en fonction de la maladie qu'elles ont, en fonction du type d'IST. La clinique mobile du Point G vient renforcer la lutte contre les cancers du col de l'utérus, du sein et d'autres pathologies touchant les populations vulnérables, surtout dans les zones reculées. Sika Kone, la force tranquille de l'équipe nationale du Mali à l'Afrobasket 2025. Sika Kone s'impose parmi les 5 meilleures joueuses pour cette compétition. Au-delà de ses performances, la jeune joueuse est une patriote engagée, déterminée pour avoir suspendu son contrat professionnel pour jouer dans l'équipe nationale. Une décision fortement saluée par ses compatriotes. Focus ce soir sur Sika Kone avec Abdelkarim Kaba. Sika Kone, ce nom sera gravé en lettres d'or dans les annales du sport malien. Sur le terrain, elle a incarné une véritable force de la nature, dominant les raquettes avec une puissance et détermination impressionnantes. Mais au-delà de ses capacités athlétiques exceptionnelles, l'enfant de Niamakoro a montré au monde son amour pour sa patrie. Sika Kone s'est illustré par son engagement sans faille. En effet, Sika Kone a fait un choix audacieux, suspendre son contrat aux États-Unis pour répondre à l'appel de l'équipe nationale du Mali. La jeune joueuse de l'intérieur de 23 ans évolue habituellement au sein de la prestigieuse WNBA avec Washington Mystics. N'a pas hésité un seul instant à sacrifier sa carrière professionnelle pour porter haut les couleurs de son pays. Ce geste d'une rare noblesse doit inspirer la jeunesse malienne. Elle a volontairement laissé derrière elle des millions pour venir renforcer la sélection nationale. Elle a choisi la gloire de son pays à celle des projecteurs étrangers. C'est toujours un plaisir et un devoir de jouer avec l'équipe nationale. Et quand on m'appelle, c'est un plaisir de venir et de représenter mon pays. Confie-t-elle son amour du pays transparaissant à travers ses mots. Le sacrifice et le patriotisme de Sika Kone méritent d'être encouragés et soutenus. D'ailleurs, Sika Kone fait partie des 5 majeurs de la compétition. Un exploit qui témoigne de la force de son engagement et son talent. Par son histoire, Sika Kone inspire et incarne l'esprit de sacrifice et de fierté nationale. Un exemple lumineux pour les générations futures. Tout à fait, Abdelkarim Kaba. Tant que tu respires, tu peux changer ton histoire. Le monde ne te donnera peut-être rien, mais tu peux te donner à toi-même une seconde chance, disaient nos grands-pères. La décision de Sika Kone est patriotique. Courage, digne fille du Mali, le meilleur est à venir. Et bravo à toutes les aigles dames. Le peuple malien est fier de vous. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le Mali dans nos cœurs et dans nos prières. Bonne fin de soirée à tous.